Bon après-midi tout le monde. Donc on repart avec notre programme de conférence. Comme je l'avais annoncé, nous avons un autre saboteur, Issam Nassar. Issam Nassar est historien. Il a beaucoup écrit sur l'histoire sociale de la photographie en Palestine. Je crois qu'il est très très peu traduit au français. Et tristement est rarement invité à se présenter et s'exprimer en France. Et pourtant, son travail a été une référence pour les historiens de l'art et les plasticiens et les artistes palestiniens et arabes. Avec cette conférence, il propose de revisiter les images sur lesquelles il a beaucoup travaillé et même son propre travail. I'm just announcing. La conférence sera en anglais. Il y a la traduction simultanée. Je vous encourage à, si vous avez besoin de casques, ils sont derrière. Et welcome. Okay, thank you. Thank you, Rasha. Merci beaucoup, Rasha. Merci pour votre invitation. Le nationaliste arabe en moi a rédigé cette conférence en arabe, mais je suis censé parler en anglais. On va voir comment ça se passe. J'espère que j'arriverai à transmettre un certain nombre d'idées quand même. La thématique de cette conférence touche à un certain nombre de questions. Les archives, la mémoire collective et la nostalgie. Je voudrais commencer en disant que depuis 10-15 ans, les Palestiniens, peut-être depuis les accords d'Oslo et en tout cas avec la construction des institutions et toutes les transformations qui sont suivies, subissent sont en proie à ce qu'on j'appellerais une fièvre de l'archivage partout dans les territoires palestiniens ou dans les communautés palestiniennes en exil ou chez les migrants à l'étranger. Les termes d'archives apparaissent de partout. Et j'essaie de réfléchir à cette nouvelle tendance et ce qu'elle signifie. Je ne voudrais pas parler des archives officielles. Et quand je dis officielles, je parle des archives qui sont accueillies dans un bâtiment spécifique, mais je réfléchis peut-être aux nouvelles formes d'archivage. Et je voudrais commencer par le mot. Le Saint Jean dit au commencement était la parole. Ma parole est différente à la sienne. Je parle ici donc de la mémoire collective, la nostalgie et l'archive. Le mot archive vient d'une racine grecque, pas seulement vers l'arabe, l'anglais ou le français. C'est un mot qui existe dans plusieurs langues. Ça vient du mot grec arché. Arché étant un mot véhiculant deux notions. Une notion de temps, donc on a là une certaine notion d'origine ou de commencement, avec également une idée d'ordre. Pour les Grecs, c'était l'ordre divin. Donc il y a une notion à la fois de temps et aussi d'autorité. On véhicule ici une notion du passé, d'une période du passé et l'autorité de rassembler des images qui parlent de ce passé. Donc on parle ici de la mémoire, de l'interprétation, mais également de la notion d'autorité. Pour moi, les notions d'interprétation et d'autorité sont très liées. Les archivistes
sont souvent des agents d'État ou d'institutions religieuses. Aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui ont leur propre site web ou Facebook ou autre. Et le rôle de ces personnes ne se limite pas seulement à collecter tous les objets de la Palestine, par exemple, mais un aspect important de ce rôle, c'est de réfléchir à l'organisation de cette matière et quel sens on crée pour les objets et les artefacts collectés. En ce sens, ces archivistes exercent un pouvoir et une autorité très importants via la pratique du classement. Les archivistes doivent définir un syntaxe, un certain nombre de termes pour décrire ce qui reflète les objets dans la collection. Et ces termes reflètent les structures d'autorité dans la période ou dans la clique dont ils font partie. En d'autres termes, il y a une relation organique entre la préservation, l'autorité et le pouvoir d'interprétation. Si nous allons plus loin et que nous réfléchissons à l'autre terme dont je voudrais vous parler, en laissant de côté la mémoire collective. Je travaille personnellement surtout avec la photographie. Et si les archives existaient à l'origine pour recueillir des décrets d'État ou des autorités religieuses du pape ou de Tafsir, c'était surtout des dépôts, des fonds qui rassemblaient des textes. Depuis 100 ans, on a un élément visuel, notamment la photographie. Comme vous le savez, le mot photographie vient également du grec et cela veut dire l'écriture ou le dessin avec la lumière. Donc, comprenant cette notion, on peut prendre la photographie comme un élément presque textuel, pas seulement parce qu'on a la capacité de l'analyse de cette manière-là, mais également parce que le détenteur des archives classe les éléments selon des catégories Jaffa, les musulmans, les chrétiens, les druzes, le gouverneur militaire, le pacha, ou quoi qu'il en soit. L'archive nous indique ce qui est à rechercher dans les objets au travers de tel classement. Un troisième terme que je souhaite définir, c'est la nostalgie. Il est intéressant de noter que ce terme vient de la psychanalyse. Il s'agit d'une condition psychologique, on pourrait presque l'appeler une pathologie, une maladie. Et selon ce diagnostic, les personnes vivaient dans le passé et s'en tenaient à une forme de réalité historique. Je m'intéresse ici plutôt à la notion de nostalgie selon Karl Marx. Pour Karl Marx, la nostalgie était une maladie sociale par laquelle la bourgeoisie cherche à préserver les privilèges du passé via une notion de comment les choses étaient dans le passé. La nostalgie, selon Marx, est liée à un mouvement anti-révolutionnaire, un mouvement réactionnaire qui cherche à préserver un statu quo. Si nous essayons à rassembler ces idées pour réfléchir à la condition palestinienne, il faut commencer par le Nakba, la catastrophe de l'effacement de la Palestine des cartes en 1948, la dispersion de ces peuples,
le démembrement de ces territoires. Il s'agit d'un traumatisme majeur dans la vie des Palestiniens. Mais le monde et les Palestiniens ont traité cette question d'un point de vue politique et parfois juridique qui consistait à se dire comment résoudre le problème palestinien. Comment, en tant que Palestiniens, gérer le retour des Palestiniens sur leur territoire, ou pour les Israéliens, comment est-ce qu'on se débarrasse des Palestiniens, pour les Américains, comment gérer le conflit. Mais de manière générale, la Palestine en tant que problématique a été sortie de la vie, l'imaginaire collectif des gens, et c'est devenu un conflit politique et juridique. Mais évidemment, ce n'est pas le cas pour les Palestiniens. Dans la vie de tous les jours, c'est là qu'on va parler de la mémoire collective. Mais dans ce sens, il y a un certain nombre de problèmes. Je suis ici, je ne remets pas en cause un certain nombre de notions fondamentales palestiniennes que je soutiens d'ailleurs. Mais un élément important de la recherche d'une solution, c'était la résolution de 1949 de l'ONU qui parle du droit de retour. Et dans le temps, cette idée de retour devient un élément de revendication politique. Cet élément devient presque un slogan qui est très palestinien pour les Palestiniens. Et cette idée s'exprime d'une diversité de manières. Pour revenir à Marx, si on pense à l'idée d'un retour au passé dans une période révolutionnaire. Si on dit que les Palestiniens sont dans une révolution pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, et que dans ce contexte, on réfléchit à ce retour vers le passé. Marx disait que ce désir est de nature réactionnaire. C'est une recherche du statu quo. Mais dans le cas des Palestiniens, ce désir a fait partie d'une mémoire collective palestinienne qui a été préservée via des actions, des éléments de l'histoire collective, les aînés qui remémoraient le passé. Le terme « retour » devient à la fois un retour à un passé glorieux où nous étions libres et nous nous trouvions en Palestine, et ça devient à la fois une ambition future présentée par une forme de révolution progressiste. Et au sein de cette notion-là et de la terminologie utilisée, il y a un conflit inhérent, et la manière dont cette notion de retour fonctionne dans la mémoire collective des Palestiniens autour de l'idée du retour. C'est dans ce contexte que la photographie et l'art devient un élément important, un élément d'archive, dans le sens d'une collection d'images qui sont organisées d'une certaine manière afin de raconter une histoire, pas seulement un récit quelconque, mais avec un classement particulier qui raconte une histoire. Et l'histoire crée la nécessité d'un retour au lieu d'origine qui n'existe plus. La même maison, le même verger, le même village, mais qui n'existe plus. Et au fil du temps, on a cette idée qu'on entend beaucoup du passé, du beau passé.
Bien évidemment, le niveau de l'imaginaire, pour reprendre un autre terme de Marx, on parle d'une conscience fausse. Parce que avant 1948, si on ne parle pas de l'activité déjà sioniste, l'activité colonisante, c'était une société conservatrice, dominée par une certaine élite. Certaines de ces élites avaient bénéficié du système ottoman, d'autres sous le mandat britannique. Il y avait une société avec beaucoup de paysans, des petites villes. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité. Il y avait une catégorisation sociale très rigide. Ce n'est pas forcément un beau passé digne d'un retour en arrière. Comment les Palestiniens, et notamment le mouvement palestinien et l'imaginaire historique, ont géré cette question? Tout d'abord, à partir de 1948, dans le début des années 50 et peut-être jusqu'à 67, voire 70, nous constatons que l'emphase dans les photographies était sur la condition des réfugiés. La condition d'être réfugié et combien la vie était dure. On a des images issues des médias, mais surtout des photographies de l'agence de l'ONU qui s'est occupée des réfugiés palestiniens. Ces photographies ont eu un rôle important dans les affiches et les magazines palestiniens et même dans des expositions artistiques et des films documentaires. Avec la montée des mouvements révolutionnaires et de résistance dans les années 70, nous voyons d'autres types d'images qui sont utilisées très largement. On les trouve dans les magazines palestiniens qui se voulaient porte-parole des différents mouvements de résistance palestiniens. Vous voyez l'image des Fedaïs, les combattants, l'image du Palestinien qui sort de son camp de réfugiés, portant son arme, qui cherche à refaire naître la Palestine. Il y a beaucoup d'exemples. Un certain nombre d'images sont prises ici, à droite, à gauche. Et ensuite, on arrive dans les années 80 avec le retrait de l'OLP du Liban et nous voyons un intérêt sur la collecte et l'utilisation des images viennent se focaliser sur les enfants et les jets de pierre, l'intifada vers la fin des années 80. Ce jeune homme qui sont vus comme des héros qui se soulèvent pour résister et combattre la puissance militaire des Israéliens avec seulement les pierres qu'ils trouvent par terre. Et on voit ces images pendant toute une période avec une diversité d'images. Il me semble, c'est difficile à en faire une preuve définitive, mais que depuis les années 90, les accords d'Oslo et avec une transformation de la condition de certains Palestiniens qui ne sont plus seulement des réfugiés et des rebelles, des lanceurs de pierres, mais qui deviennent des personnes cherchant à construire des institutions. On revient à des images qui réinterrogent la période du mandat britannique et le mandat ottoman. La
forme le plus populaire devient des images de la Palestine avant le Nakba. Bien sûr que les médias modernes rendent ça plus facile. On peut numériser ces photos, mais cela n'a pas commencé avec l'Internet, ça a commencé avec des recueils, des livres de photographie. J'en ai publié aussi. Si je pose une critique sur qui que ce soit, je m'inclus là-dedans. Mais je pense que le livre le plus important, c'est l'œuvre de Walid Khalidi qui se trouve au milieu, qui s'appelle Avant le diaspora, qui a été publié dans les années 80. Walid Khalidi est historien palestinien, l'un des historiens peut-être les plus importants de la période du Nakba et post-Nakba. Et son livre de photographie se sous-titre l'histoire de la Palestine en images. Dans ce livre, comme dans ses livres d'histoire, il raconte une histoire via les images. Il y a également du texte, mais son récit passe par les images. Et ce récit commence par la Palestine ottomane avec ses notables et ses responsables. Et ensuite, on parle des notables de l'époque du mandat britannique. Sans manquer de respect à ces personnages, ce qu'on voit, c'est un contre-récit qui va à l'encontre du récit des années 70. Pas seulement dans les années 70, dans les années 50 aussi, qui blâmait les responsables de cette période-là du mandat britannique pour la perte des territoires palestiniens. La zèle révolutionnaire à l'époque cherchait à placer le réfugié ou le combattant ou le lanceur-pierre palestinien au centre de l'imaginaire et de l'identité palestinienne. Le livre de Khalidi ramène la société traditionnelle palestinienne en soulignant l'importance de certaines personnalités qui avaient joué un rôle dans l'histoire de Palestine avant 1948. En ce faisant, il parle à l'encontre de la révolution, mais il ressuscite une réalité historique. Je ne dis pas qu'il faut oublier cet aspect de l'histoire, mais je souligne la chronologie et la modification de ces éléments dans l'imaginaire palestinien. L'organisation du livre de Khalidi est tirée du travail d'un collecteur qui s'appelait Jawhariri, qui a vécu à Jérusalem et vers la fin de sa vie à Beyrouth. Il avait légué à Khalidi et à l'Institut de Jérusalem 7 albums qu'il avait collectés pendant sa vie, 7 albums de photographie qu'il avait classés par période Jérusalem dans la période ottomane, la Palestine dans la période ottomane, ensuite le mandat britannique sur la Palestine. Et il suit donc un classement chronologique et Khalidi prend un certain nombre de photographies dans son livre de la collection de Jawhari. C'est un personnage qui est assez différent de Khalidi. Ce n'était pas un historien qui cherchait à préserver le patrimoine des Palestiniens. Je parle en généralité. C'était un personnage qui voulait
également montrer son propre statut social en incluant dans l'album des images de personnages notables qu'il connaissait. C'était souvent des photographies autographiées. Il a des notables, non seulement palestiniens, des Ottomans. Il y avait Jamal Pacha qui dirigeait la région de la Syrie. Il avait des photos des gouverneurs britanniques de l'époque. Il avait des photos d'autres artistes et personnages importants qui avaient visité la Palestine à l'époque. Khalidi a utilisé cette collection. Et la question que je me pose, c'était de dire, est-ce que Walid Khalidi, sans en avoir l'intention, a créé la possibilité de nous d'imaginer la société palestinienne avant 1948 comme étant une société idéalisée, bien organisée, etc. Mais c'est difficile à prouver, mais il y avait des éléments qu'on peut appeler orientalistes dans son livre. Il y a une présentation romantique du passé qu'on trouve évidemment dans beaucoup d'œuvres par des auteurs et écrivains palestiniens. Mais il y a aussi un aspect de classe et d'orientalisme dans l'œuvre de Khalidi. L'ensemble des personnages ont des noms. On voit que c'est Arif Pachadjani, Moussa Karim, etc. Je n'ai pas inclus l'ensemble des images, mais quand vous avez des paysans, c'est étiqueté comme des paysans, filles de Jéricho. Donc il y a un aspect de classe qui en ressort. Et en ce faisant, il a pu contribuer à ce forme de retour révolutionnaire à une image de Palestine très civilisée. Khalidi inclut les images de paysans, mais on ne voit pas les photographies qui existent, qu'on peut trouver de chameaux, de d'ânes, et il n'inclut pas, il ne veut pas limiter la Palestine aux images que les Européens du 19e siècle avaient imaginé, un pays sous-développé, un pays d'Orient. Je ne pointe pas du doigt Khalidi, mais je cherche à savoir où est-ce que ce mouvement a commencé. Une chose qui me dérange aujourd'hui, c'est la facilité de transmission de ces images. On peut recevoir des images par WhatsApp, sur Facebook, il y a des collections en ligne, il y a des Palestiniens qui passent leur temps à faire revivre le passé. Il y a un site qui s'appelle Palestine Remembered, mais il y a un manque de soin dans la présentation de ces images. Aujourd'hui, je rigole quand je les vois. Il y a quelques années, je n'en dormais pas. Voici quelques exemples que je vais vous donner. Tout d'abord, les jeunes collectent des images et ils y donnent du sens. Je suis quelqu'un qui passe sa vie à comprendre les photographies anciennes et je cherche à déterminer leur âge et la période avec un processus un peu complexe. Et je suis frappé par des images sur Facebook qui disent Jaffa le 12 septembre 1901. Si, à moins que c'est écrit sur l'image à la main, on ne peut pas savoir exactement de quelle date vient cette image. C'est pas ça forcément qui me dérange, mais c'est le manque de soin dans la présentation et l'utilisation des images, avec beaucoup de respect aux artistes qui les utilisent. Prenons un exemple. On trouve cette image sur beaucoup de sites web.
vous recevez ces images comme qui louent le passé palestinien, qui disent « Nous avions à l'époque notre compagnie aérienne ». C'était en fait une compagnie établie par les sionistes qui est devenue El Al. C'est une compagnie israélienne. On voit beaucoup d'images, par exemple l'orchestre de Jérusalem, qui est devenu plus tard l'orchestre philharmonique israélien. Nous avons abusé des images. J'ai vu des images de l'armée jordanienne qui parlent de la guerre en 1967 et qui disent que ce sont les sionistes qui essaient de prendre Tiatin. Je ne dis pas que c'était pas une réalité historique, mais je dis qu'il y a une utilisation avec peu de soins et cela contribue à la mémoire collective. Ces images vont toucher une population beaucoup plus grande que n'importe quel livre ou étude sérieuse. Cela crée un mouvement massif qui existe partout, qui parle de ce passé glorieux de la Palestine. Au risque, ce n'est pas vraiment le texte que j'ai écrit, mais je ne peux pas traduire ce que j'ai écrit. Je prends le risque de citer un historien connu qui a dit que le passé est un autre pays, un pays étranger. Je dirais que pour la Palestine, le passé est vraiment un pays étranger avec une activité touristique très développée. Et je serai, je pense, en capacité d'élaborer si vous avez des questions ou des remarques à faire. Bonjour. Je voulais simplement savoir pourquoi vous dites que le passé, la nostalgie est vide d'activités étrangères. Je parlais du passé, je disais que le passé en lui-même est un pays étranger. Ce n'est pas vide d'activités, c'est plein, il est plein d'activités, des personnes du présent qui visitent ce passé en pensant que c'est familier. Oui, en partie c'est familier, je ne le nie pas, mais nous créons un fantasme, un monde fantaisiste qui n'a pas réellement existé. Et si je dois prendre cette remarque au sérieux, je remarquerai que nous avions à une époque un programme qui était révolutionnaire, qui regardait vers l'avenir, qui cherchait à construire une nouvelle société libre de la colonisation, libre de l'oppression, basée sur la justice. Mais la mauvaise utilisation du passé, la création de cette nostalgie presque pathologique et nuisible au projet palestinien d'une certaine manière. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante. Pour revenir à ces images que nous voyons, la compagnie Palestine Airways et beaucoup d'artistes font des erreurs dans l'utilisation de ces images dans un mauvais contexte, même des grandes institutions. J'ai regardé un film sur des joueurs de foot et ils ont pris des images de l'équipe Maccabi Tel Aviv pour les Palestines. Dans ce cas-là, c'était facile de rectifier et de mettre les bonnes informations, mais je me demande s'il y a des cas où on reçoit des informations et il
les méthodes sont difficiles. Quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser en tant qu'artiste afin de connaître la vérité sur les images? Il n'y a pas de base de données, il n'y a pas d'archives officielles, il n'y a pas de personnes qu'on peut demander. Est-ce que vous avez des conseils? Deux éléments de réponse. Première réponse, c'est de faire des recherches pour essayer de déterminer la période historique. On peut déterminer cette période en regardant la photo ou l'image. On peut voir par exemple un magasin au fond de l'image, où on peut utiliser l'habillement des personnes pour déterminer la période. La deuxième façon, c'est un processus scientifique qu'on peut utiliser pour déterminer par le biais d'une étude du papier utilisé, les produits chimiques, l'âge de la photographie. Il y a également des recherches historiques qui peuvent être menées, pas seulement au travers de Google, mais avec un travail plus sérieux. C'est peut-être pas la question que vous posez, mais je vais en profiter pour parler des différentes manières qu'on peut utiliser pour regarder des images. Toute image a deux niveaux. Il y a une profondeur dans chaque image, et cette profondeur est en lien avec la profondeur de notre interprétation. C'est peut-être le rôle de l'artiste, le cinéaste, l'historien. Creuser et imaginer quelle vie peut exister, quels sont les personnages, quels sont les liens les uns avec les autres. Mais il y a également un niveau plus superficiel. Une photographie, c'est un objet, c'est un artefact, c'est une feuille de papier. Et parfois, on doit prendre du recul sur cette signification profonde et simplement regarder l'objet en lui-même. Quel est le papier? Quel est le processus utilisé pour faire la photographie? Et peut-être l'aspect le plus important, c'est de réfléchir ce qui sort du cadre. La personne qui a pris cette photographie, nous ne savons pas s'il y avait une vingtaine d'avions, ou si à côté vous avez 50 personnes assises dans un café. La personne qui a pris cette photographie a choisi de cadrer cet élément-là. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais nous devons user d'imagination pour nous demander pourquoi le photographe a choisi de prendre cette photo et qu'est-ce qui a été laissé de côté. Notre imagination peut nous aider, mais des recherches historiques peuvent également aider à reconstruire le sabotage, ce travail de photographe, en essayant de placer l'image dans un contexte plus large. Je ne sais pas si ça vous aide à répondre à la question. Tout d'abord, merci beaucoup. Vous soulevez deux questions qui sont peut-être un tout petit peu contradictoires. Tout d'abord, d'un point de vue de la photographie, on passe peut-être à côté de l'idée qui dit que tout peuple déplacé, tout peuple occupé a toujours cette vision du retour à la situation précédente. Ajoutons néanmoins que ce mouvement, ce retour peut également représenter une force puissante avec un pouvoir de changement, pas simplement un retour vers le passé, mais un retour permettant de transformer son pays. J'aimerais beaucoup que vous parliez plus d'un aspect que j'ai soulevé hier, qui est devenu primordial. C'est de savoir dans quelle mesure la mémoire devenir un prétexte de l'inaction. Il n'y a rien d'innocent dans votre utilisation du mot mémoire au lieu d'histoire. Et
ce regard vers le passé qui génère l'identité. Et cette production de l'identité produit la différence et ne regarde que très rarement vers l'avant. Une chose importante à dire, c'est de dire que ce qui manque, c'est imaginer la Palestine du futur, mais imaginer le chemin pour y arriver manque aussi. Vous soulevez des points extrêmement pertinents. Je commencerai par exprimer un élément que je n'ai pas développé. C'est la problématique de l'archive et ces projets d'archivage ont lieu dans une période où nous souffrons de cette nostalgie. Plutôt que de mener un travail traditionnel d'archives. C'est pour cela que ça me pose problème. Je suis d'accord avec vous, c'est révolutionnaire et c'est important de réfléchir à la Palestine avant 1948 comme un pays normal. C'est puissant. Nous voulons être des gens normaux, nous voulons avoir une société normale, nous voulons avoir les notables et les prolétariats comme tous les autres. C'est une chose de présenter le fait que la Palestine était un pays comme tous les autres à l'époque qui aurait pu développer en suivant une diversité de chemins. Ça, c'est une histoire potentielle qu'on peut imaginer. Mais je fais la différence avec cette nostalgie qui regarde vers ce passé comme si c'était un passé glorieux, comme si c'était les plus beaux des temps. Et c'est là où nous revenons à cette question de mémoire collective. La mémoire collective est une collection d'histoires, de récits, de mythes que racontent les vieilles grand-mères qui sont transmis d'une génération à une autre et qui gèlent le passé. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette première question que vous avez posée. J'essaie de formuler une forme de réponse. Vous avez raison de dire que la mémoire est très importante. Je suis historien et je cherche principalement à déterrer cette mémoire du passé, mais dans le cadre d'un mouvement politique, peut-être sur les 20 dernières années, avec tout ce qui se passe en Palestine et avec le Palestinien dans la perte de leur vision, dans le désespoir. C'est une forme d'évasion. C'est une forme d'inaction. Les gens sentent que si je j'ai publié une photo des bons vieux temps sur Facebook, je suis devenu militant de la Palestine. Peut-être que ça contribue, mais je suis d'accord avec vous. Mais les points que vous soulevez sont des questions que je devrais réfléchir de manière plus profonde. J'espère que vous me laisserez cette possibilité. La prochaine fois que nous rencontrerons, j'aurai peut-être plus réfléchi. Merci beaucoup pour votre intervention. Je serai très heureux de recevoir cette image pour la circuler avant vos commentaires, parce que cette image dit qu'il y avait une compagnie palestinienne à l'époque, mais je pense que c'est quand même nuisible à notre authenticité, le récit historique que nous racontons sur nous-mêmes. Il y a une autre image, une autre histoire au même sujet, quand le président Abbas a donné au roi Salman une copie du Palestinian Post comme un journal ancien. C'est devenu le Jerusalem Post, qui est un journal sioniste. Y a-t-il
un moyen ou y a-t-il quelqu'un qui cherche à soulever ce point pour en faire quelque chose de plus authentique avec de telles images? Je n'ai pas tout à fait compris ce que vous avez dit à la fin. Y a-t-il une institution? Y a-t-il quelqu'un qui cherche à bien classer les images? Aujourd'hui, il y a plusieurs tentatives de création d'archives, le musée de Palestine, la fondation de Yasser Arafat comme archive photographique. Il y avait également les archives de l'OLP, l'Institut des études palestiniennes. Il y a d'autres tentatives locales à Belfaham. Il y a une personne à Nazareth qui se fait appeler les archives de Nazareth. C'est lui tout seul dans sa cuisine qui classe des images. C'est chouette, mais je comprends qu'avec la perte de Palestine, pour ma génération qui a vécu à l'étranger dans les années 70, les années 80, il était difficile de dire aux gens que je suis palestinien. Parce que très souvent, un Américain un peu connard dirait non, ça n'existe pas, il n'y a que l'Israël. Et c'est intéressant de dire que même les Israéliens, avant l'existence d'Israël, utilisaient le terme Palestine. On trouve même des militants palestiniens après la fin de la Première Guerre mondiale qui combattaient le terme Palestine parce qu'ils l'associaient au projet sioniste. Et ils disaient non, nous sommes arabes ou nous sommes des Syriens du Sud. Ne nous appelons pas Palestiniens parce que c'est le nom qu'utilisent les sionistes. C'est politique de dire que même les sionistes utilisaient le terme Palestine. Imaginez notre passé comme complètement fabriqué. Toute mémoire est forcément fabriquée, mais pour moi, c'est quelque chose qui est problématique aujourd'hui. Il y a des associations, il y a la Fondation des images arabes à Beyrouth qui cherche à collecter et valider les informations. Ce n'est pas toujours réussi. Les gens pensent parfois... Par exemple, si vous allez à la bibliothèque du Congrès américain et vous tapez dans l'ordinateur Jaffa, la plupart du temps, vous avez des images de Jérusalem parce que Jaffa Gate, c'est le Bab el-Khalid. Le classement est pas forcément très bien fait. Si vous avez ces connaissances, ça va, mais si vous n'avez pas suffisamment de connaissances, vous allez prendre des photos de Jérusalem et dire que c'est Jaffa. Donc il y a des situations qui nécessitent une réflexion créative. Il y a des gens qui mènent ce travail et certains se trouvent ici, dans la salle. Merci beaucoup, Aïssem. C'est très intéressant en ce qui concerne l'avenir, mais je voudrais revenir sur les livres que vous avez présentés, notamment le livre de Walid Khalidi. Je pense que la nostalgie n'est pas la seule raison pour les choix d'images faits par Walid Khalidi. Il cherchait à répondre aux images qu'avaient les Occidentaux des Palestiniens via l'imagerie sioniste. Ils pensaient que c'était des bédouins, des paysans. Et c'était un peu les images qui justifiaient le fait de ne pas avoir de terre. Et Walid cherchait à démontrer que dans les images produites par les sionistes d'un peuple nomade, des bédouins, etc., il cherchait à démontrer qu'il y avait une classe moyenne. Il a cherché les photographies, non seulement des Jawahiriyyeh, mais également des photographies familiales, aussi la collection de Khalid Rad, pour montrer qu'en Palestine, il y avait une classe moyenne, il y avait des citadins, pas seulement des paysans.
Parce que dans cette lutte pour l'image de Palestine, il était important de démontrer qu'il y avait bien une classe moyenne. Donc il y avait une nostalgie. Peut-être qu'aujourd'hui, on trouve parmi les jeunes en Palestine, on trouve cette nostalgie. Mais je ne pense pas que c'était le cas pour Khaledi. Il n'avait pas une nostalgie, mais plutôt un contre-récit, une contre-narration par rapport à ce que racontaient les Occidentaux et les sionistes. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. L'idée, c'était pas de donner une critique de réalité comme quelqu'un qui était en proie à la nostalgie. Son livre s'intitule L'histoire picturale du peuple palestinien, et c'est une œuvre qui a été éditée à plusieurs reprises. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que j'ai cherché à examiner, c'était la forme de nostalgie que nous avons aujourd'hui et quelles sont ses origines. Je ne dis pas que c'était les intentions de réalité, mais je dis aujourd'hui que c'est la ligne que nous suivons. Je n'en parlerai pas de réalité comme faisant partie de ce mouvement. C'est une histoire en image du peuple palestinien. Il y a la guerre de 67, il y a des images de la Jordanie. Ils cherchent à dépeindre plus d'un siècle de l'histoire palestinienne avec des photographies. Donc c'est un grand pas en avant, effectivement. Mais ce que je soulève, c'est que ce type d'œuvre crée une histoire, un récit qui nous contraint aujourd'hui. Et qui a des ramifications plus négatives aujourd'hui dans la génération Internet et la facilité de créer des archives virtuelles. Bonjour, Sam. Dans la bibliothèque du Congrès américain, j'ai retrouvé ces images de Jaffa et je n'ai jamais compris les photographes qui ont pris ces photos avant 48, je crois, et qui montraient Jaffa comme une zone très peuplée, industrielle. Et je n'ai jamais compris parce que le mouvement sioniste ne cherchait pas à exporter ces images, les images des Arabes, comme vous venez de dire, c'était des Bédouins, des nomades, etc. Et j'étais toujours curieux de savoir qui avait pris les photos dans la collection Madsen et pourquoi ont-ils pris ces photos de la population urbaine sophistiquée de Jaffa. Première question. Deuxième question plus personnelle. La nostalgie. J'ai dû écrire pour rassembler mes idées. La nostalgie brise mes jambes, me fait boiter. Je crois que quand nous parlons de l'avenir, nous parlons de l'avenir en faisant référence à un retour. Il y a comme une nostalgie de l'avenir. Il existe une nostalgie du passé, mais ce moment futur, ce retour qui est en lien avec le passé, je sens que cette question d'archives est très pertinente si on vit le présent. Étant donné que le présent est interdit, que ce soit géographique, mentalement, émotionnellement. Je cherche depuis 3 jours à comprendre pourquoi j'ai faim de voir des images de Palestine et j'attendais de vous de voir des images du présent. On entend toujours parler du passé et de l'avenir. Si on va dans la rue aujourd'hui au camp de réfugiés ou en Égypte, personne ne nous parle du présent. Le présent devient très pertinent. On regarde le passé. Il y a toute une génération et même vous, si vous n'avez pas le privilège de pénétrer dans Palestine, vous ne pouvez pas savoir ce qu'est le présent palestinien. Je suis curieux
du présent. En tant qu'historien, vous regardez le passé, mais le présent est interdit. L'historien attend que le présent devienne un passé distant afin de pouvoir y réfléchir. D'une certaine manière, les conditions affreuses dans lesquelles les gens habitent, nous-mêmes, les Syriens, les Égyptiens, nous fait poser le regard sur le passé afin de trouver une espérance. Et ça, cela est en soi problématique, mais c'est une forme de désir d'évasion. Je vais répondre d'abord à votre question sur la collection Madsen. C'est une collection qui vient d'un groupe missionnaire qui s'est établi à Jérusalem, qui se faisait appeler la colonie américaine. Et le premier photographe de ce groupe était un Suédois qui s'appelait Larsen, et il a enseigné la photographie à d'autres membres du groupe. Eric Madsen a dû en faire partie. D'autres Palestiniens sont devenus photographes et ont appris avec ce qui se faisait appeler le département photographique de la colonie américaine. Ils ont fonctionné de différentes manières. Au début, ils cherchaient à faire des photographies de la Terre Sainte afin de comprendre le texte biblique au travers de la Terre. Vers la fin du 19e siècle, il y avait cette idée que la Bible avait été mal comprise et pour bien la comprendre, il faut regarder la Terre et ce regard révélerait d'autres choses. Et cela a pris des dimensions un peu particulières, même bizarres. Il y avait un autre groupe que Mahmoud connaît, le Palestine Exploration Fund. Ils avaient beaucoup de photos de figuiers. Et à la fin, c'est parce que Jésus a parlé du figuier. Il y avait une personne qui s'est déplacée en Palestine vers la fin du 19e siècle, qui a pris des photos de figuiers afin de réfléchir à ce verset biblique. Mais ce groupe est devenu de plus en plus impliqué dans la société locale dans la période ottomane. Et un photographe est issu de ce groupe qui s'appelait John Whiting, qui était en fait embauché par les Ottomans. Il était embauché par le Croissant Rouge ottoman pour documenter l'activité du Croissant Rouge sur le front palestinien et de Sinaï. Et il a commencé à travailler au service de la 4e armée ottomane. Ils se sont impliqués également aux côtés des officiers britanniques. Je ne vais pas vous parler de leur lien personnel. Whiting a avoué qu'il était également espion britannique. Il utilisait ce poste de photographe pour espionner les Ottomans. Mais vers la fin des années 30, ils ont ouvert une boutique afin de vendre des photographies. Ils vendaient des photographies des touristes, des pèlerins. La dôme du rocher, qui est souvent par erreur appelée la roque d'Omar, et d'autres sites historiques, et ils se sont de plus en plus impliqués dans la société. Et ensuite, ce personnage Madsen va émerger. Il a hérité de la colonie américaine. Il a hérité de toute cette collection. Les images que nous avons dans la bibliothèque du Congrès américain n'étaient pas tous prises par lui. Il y avait d'autres photographes, il y avait même des Palestiniens qui travaillaient avec eux. Et pour cette activité commerciale, ils sont partis au-delà de Palestine. Ils sont allés en Irak. Ils ont documenté des monuments irakiens
américain. Il s'agissait d'un projet commercial. Pourquoi voulait-il documenter Jaffa? On ne le saura jamais. Même s'il y a ces carnets, j'ai cherché à explorer un tout petit peu, mais ils sont écrits à la main avec une écriture un peu compliquée. Peut-être que quelqu'un va faire cette recherche afin de savoir s'il y a des explications de son travail. Mais ces photographies n'étaient pas forcément en lien direct avec le projet sioniste. Ils avaient un lien plus profond avec la société palestinienne, l'aristocratie palestinienne. Et il y avait cette fierté et ces images que nous voyons ici, celles-ci étaient peut-être prises par ce groupe-là. C'est pas seulement afin de documenter qui était Fahidi al-Alami, mais c'était aussi peut-être pour lui en faire cadeau aussi. Il s'était impliqué dans ce sens. Je connais les photographies dont vous parlez, les savonneries, toute l'industrie autour de l'orange. Je vais essayer d'avoir plus d'informations et je garderai le contact avec vous à ce sujet. Merci beaucoup, Issam, pour cette intervention très intéressante. Vous révélez à chaque fois des aspects très importants concernant les archives et la photographie en Palestine. J'ai beaucoup aimé cette définition de photographie, notamment des photographies anciennes, comme étant des artefacts, ou je pourrais dire un objet qui pourrait également se trouver dans un musée permettant de raconter une histoire de la même manière qu'un objet ethnographique pourrait raconter une histoire. Et si je pouvais parler au nom du musée palestinien, nous cherchons aujourd'hui à utiliser ce support, les archives photographiques, afin de raconter une histoire, l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une terre. Et nous pensons véritablement que les archives, qu'ils soient des photographies, qu'ils soient des documents, qu'ils soient également des supports audiovisuels, qui racontent ce peuple, qui racontent cette culture, permettent de raconter le passé depuis l'histoire ancienne jusqu'au temps moderne. Nous, de notre côté, accordons une importance certaine aux archives et nous pensons également que ces photographies peuvent être complétées par d'autres types d'archives, des documents ou des supports audiovisuels. Ces photographies, même si elles sont destinées à un usage de type propagande sioniste ou autre, peuvent être réinterprétées afin de raconter la vraie histoire, comme vous l'avez fait dans l'exposition à Brown University, où vous avez pris toutes ces vieilles photographies et vous avez posé une nouvelle interprétation dessus. C'est là que nous pouvons surmonter le problème de la mauvaise utilisation de telles photographies. Je pense qu'il faut faire beaucoup de recherches en ce qui concerne ces photographies anciennes. Beaucoup de recherches sont nécessaires afin de raconter la vraie histoire derrière de telles photos. Merci beaucoup, Mahmoud. Merci pour ces compliments sur l'exposition. Je suis d'accord avec vous, il faut décoloniser les images, mais je crois également que les archives et les musées doivent revenir à l'objet. Quand vous pensez à l'artefact, à un objet, vous ne pensez... Vous pensez à l'image, vous voyez la femme et le puits, mais la photographie, comme
artefact raconte une histoire de l'objet et qui est-ce qui a produit la photographie, quels sont les produits chimiques qui la composent, quelles étaient les relations économiques et sociales. Il est intéressant de savoir que les photographes de Jaffa, de Beyrouth et de Jérusalem étaient en relation proche les uns avec les autres. Ils se vendaient les photos entre eux. Qui étaient consommateurs de ces produits? Il y a des choses qui peuvent nous éclairer sur l'histoire de Palestine, pas seulement ce que nous voyons dans l'image, mais également le rôle qu'ils jouent comme objet, comme artefact, comme produit. Quelque chose qui est commercialisé, qui est utilisé. Pourquoi ma mère l'a inclus dans son album? Pourquoi est-ce qu'elle a mis ces photos les unes après les autres? Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut aborder ici. Je suis désolé, c'est l'heure d'arrêter. Aïssam sera là, vous pouvez lui poser des questions. Il faudra laisser du temps pour que les gens achètent